Bonsoir à tous, dernière Grande Gueule Moyen-Orient de la semaine. J'espère que vous êtes prêts pour une heure de débat et d'opinion. Voici nos sujets du soir. Israël voit enfin le bout du tunnel. Dans 2 semaines, les salles de spectacle devraient rouvrir. Et oui, c'est Benjamin Netanyahou qui l'annonce. Au même moment, le taux de propagation du virus est en net repli. Alors Israël a-t-il désormais un train d'avance sur les autres pays? Nos grandes gueules y répondent dans un instant. La France est devenue une nation de 66 millions de procureurs. Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots. Le variant anglais rend un 3e confinement imminent. Mais est-il inévitable? C'est ce que nous demanderons à Nadine Morano. Elle passera aujourd'hui le grand oral des GGMO. Un caricaturiste du Monde qui claque la porte pour un dessin que le journal regrette. Des dessins animés cultes que Disney retire de certains portails pour ne pas froisser. N'est-on pas entré dans l'ère d'une nouvelle forme de censure, voire de macartisme des idées? Ce sera le grand débat des GGMO à 20h30. Et puis la France doit-elle présenter ses excuses à l'Algérie? Benjamin Stora a remis hier son rapport pour réconcilier les mémoires. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous vous avons posé la question sur Twitter. Vos réponses en fin d'émission. Et bienvenue dans vos GGMO du jeudi. Bonsoir Noémie Aliwa. Je salue nos grandes gueules ici à Tel Aviv. Denis Charbit, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Steve Suissa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Producteur, réalisateur, metteur en scène. On va parler d'un sujet qui vous concerne au premier chef. Dans quelques instants, un sujet qui concerne également Véronique Jeunesse, en direct avec nous depuis Paris, que je suis très heureux de retrouver. Bonsoir Véronique Jeunesse. Un salut amical également à Laurent Geoffrin, président du mouvement Les Engagés, qui est également en direct avec nous ce soir. C'est la dernière émission de la semaine. Et pour cette dernière, j'ai une très très bonne nouvelle pour commencer l'émission. Et oui, on pensait la lutte contre le Covid-19 sans fin. Et pourtant, ce soir, nous sommes en mesure de vous annoncer que la fin du tunnel est peut-être proche. Israël pourrait, d'ici 15 jours, commencer à rouvrir tous ces lieux culturels. Un souffle d'air immense, un espoir aussi, Noémie Aliwa, qui a été annoncé aujourd'hui même par Benjamin Netanyahou. Exactement, Benjamin. En Israël, les premiers effets du vaccin commencent peut-être à se faire sentir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré ce matin des professionnels de la culture dans son bureau pendant 1h30 et il a promis de rouvrir l'industrie des arts et de la culture d'ici 2 semaines. Certains lieux pourront accueillir des visiteurs qui présenteront un passeport vert prouvant qu'ils ont reçu les 2 doses du vaccin ou un test négatif réalisé dans les 72 heures avant l'événement. Dans un premier temps, le public devra également porter des masques. Dans un second temps, dans le même temps, en France, eh bien, ça patine. 1 semaine après l'annonce du couvre-feu avancé à 18h sur tous les territoires, eh bien, des professionnels de santé prédisent une 3e vague épidémique encore plus violente que la précédente, notamment à cause du fameux variant anglais. Et ils appellent à un reconfinement d'urgence. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assure qu'il ne devrait pas y avoir d'évolution concernant ces mesures cette semaine, mais reste évasif sur les semaines qui viennent. Steve Suissa, vous l'homme de théâtre, j'imagine que pour la première fois depuis 1 an, vous pouvez enfin dire ouf. C'est une nouvelle qui m'émeut en tant qu'homme de théâtre, mais qui m'émeut surtout comme spectateur, parce que je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu avec les librairies en France, c'est-à-dire qu'il y a la nourriture forcément, mais il y a la nourriture de l'âme. Et ce qui se passe dans une salle de spectacle, que ce soit du théâtre, de l'opéra, du concert, du cinéma, c'est quelque chose d'abord de symboliquement hyper fort, parce que c'est le seul endroit au monde où il y a la paix. Il y a la paix des âmes, il y a la paix des sensibilités. C'est l'endroit au monde où on ose rire et pleurer tous ensemble, mais surtout, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin d'entendre les gens penser, on a besoin d'entendre des mots, on a besoin de voir des acteurs nous donner une énergie, nous donner un déclic, nous donner envie d'avoir de l'audace. Et donc forcément... En tout cas, vous êtes prêts pour repartir. On sent que vous avez toute l'énergie à donner. Noémie l'a précisé quand même, les conditions sont assez compliquées. Ne pas dépasser 75% de capacité, uniquement les spectateurs qui ont un passeport vert ou alors qui ont fait un test négatif de moins de 72 heures. Ce sera gérable et rentable tout ça ?
Ce sera gérable et Moi, je trouve ça rentable énorme. avec forcément les efforts des artistes et les efforts des États. Mais quand de mars à début octobre, on a repris le théâtre, nous, quand j'étais en France, on n'a pas eu un cluster. On n'a pas eu un cluster dans une salle de théâtre ou dans un cinéma. Donc après, c'est chacun... Mais on n'avait pas besoin de montrer pas de patte blanche. Véronique Geneste, vous aussi, vous devriez partager cet enthousiasme ce soir, non? Oui, je dis, mais on n'avait pas besoin de... Non, moi, je partagerais l'enthousiasme de réouvrir les salles de spectacle. Je suis comme Steve, je trouve ça formidable, je trouve ça émouvant, je trouve ça génial. Je ne supporte pas, par contre, ce truc de vaccin, d'avoir patte blanche, c'est-à-dire je rentre si je suis vacciné ou si j'ai fait un test PCR. Alors donc, tous les 2 jours, si on veut aller quelque part, il faut faire un test PCR. Enfin, personne ne va le faire. Enfin, moi, je ne le ferai pas en tous les cas. Non, mais le vaccin, ce serait une fois pour toutes. Dans le nez simplement pour aller au théâtre. J'adore le théâtre, j'y ferai pas. Quoi ? Le vaccin, ce sera une fois pour toutes. Vous aurez le passeport vert, vous serez tranquille définitivement. Très honnêtement, le vaccin, avant qu'on soit vacciné, je serais déjà fossilisé, moi, hein, je vous le dis. Hein. Alors venez en Israël et vous faire vacciner et jouer sur scène ici. Hein? Il va falloir que je monte Voilà, une pièce pour que tu viennes en Israël te faire vacciner. Je viens, en fait. Steve. Écoute, t'as qu'à prendre celle que j'ai pas pu jouer à Paris, elle est géniale, elle est drôle, elle marchait super bien. Vas-y, prends-la, on vient tous, on sera ravis, on fera Si un on petit vous donne test la PCR possibilité de avant, vous faire on sera vacciner, une vous le petite faites ou pas piqûre dans l'épaule si t'en as besoin. Hein? Madame Mais moi, je suis Geneste, pas si on vous donne la mais possibilité de vous faire savez, vacciner. En France, on nous a dit... Oui, je réponds. En France, on nous a dit, on a fait une énorme polémique. Est-ce que vous voulez être vacciné? Alors, on jouait au qui qu'en veut. Voilà, qui qu'en veut, les gens, ils n'en voulaient pas. On a monté une grosse guéguerre. Et puis maintenant, on joue au qui qu'en a, parce qu'il n'y en a pas. Alors, c'est formidable d'être un footballeur et de dire je vais me faire vacciner. C'est formidable de dire oui, je vais le faire. Moi, je vais le faire aussi, je vais le faire. Mais avant qu'on me la fitte la pigoule dans ce bras, il va se passer une éternité. Parce que des vaccins, on n'en a pas, figurez-vous. Même ma mère qui a 90 ans, elle n'arrive pas à se faire vacciner, même si on le veut. Apparemment, ça devrait on le quand peut même pas. accélérer, Alors moi, je vais être dire oui, accéléré dans bien les sûr, semaines je vais me qui faire viennent. vacciner. D'accord. J'ai le temps de réfléchir. Oui. Mais vous rigolez. Véronique Geneste, alors vous dites qu'il n'y en a pas. Denis Charbit, vous dites J'aime bien jouer en vous Israël. dites quoi aujourd'hui? Dans 15 jours, réouverture des salles. Benjamin Netanyahu, il a réussi son coup. D'abord, Génial, voilà, vous savez, on est en période électorale et donc une annonce qui aurait dû être faite par le ministre de la Culture, חילי Troper, mais voyez, il n'est pas de la bonne couleur, il est bleu-blanc, il n'est pas du Likoud, donc c'est bien entendu Netanyahou qui récupère les choses comme il sait tout récupérer en général. Non, il faut quand même se rappeler que ça a été le secteur qui a été le plus abandonné, laissé aux chiens. Il Ça n'y fait a pas 10 d'intermittent mois. en Israël, hein. On n'est pas intermittent. Exactement, voilà, Il n'y a pas de régime il n'y a pas de régime d'intermittent, d'intermittent. et des suicides. Exactement, tout à fait. Donc, Non, ça a été un secteur qui a été abandonné, qui a été négligé, et je dirais, pour avoir aussi parmi mes connaissances des artistes, c'est vrai que ça a été pour eux un moment difficile, non seulement sur le plan économique et financier, bien sûr, et ça compte, mais ça l'a été surtout parce que ils ont presque eu le sentiment que, ben voilà, les gens pouvaient vivre et se passer de la culture. Et je pense que notre premier devoir de spectateur, c'est de se ruer dans les théâtres, se ruer dans les cinémas pour précisément dire à ces artistes qui ont douté du sens, de la signification, de l'utilité de leur art, oui, il est important. Alors c'est vrai qu'on a pu continuer de lire. Ils se sentaient oubliés pendant toute cette année. Exactement. On se souvient de toutes les manifestations. Un acteur qui joue Place pas ne Rabin vit et ailleurs. pas. Et que souvent, un acteur qui joue encore plus au théâtre, parce qu'on sait très bien qu'un film dure 3 semaines, mais que des pièces durent des mois et des années, un acteur qui joue au théâtre, il a la boule au ventre à partir de 5h du soir, parce qu'à 8h30, il sait qu'il va avoir un trac, et que sa seule satisfaction, c'est de rendre des gens heureux et de leur faire tout oublier. Ouais. Et donc, forcément, quand on n'a pas un système d'intermittents comme ici en Israël, ces gens-là sont vus devant une vie qui ne servait à rien. Et déjà, j'ai aucun salaire pendant rien. Zéro. Laurent Geoffrin, avant de vous interroger sur la situation en France, quel regard portez-vous sur ce qui se passe ici en Israël, avec dans 15 jours un début de vie normale qui reprend, Laurent? C'est un pays qui est un laboratoire pour le monde entier. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et le fait d'avoir vacciné de manière aussi massive, et ensuite de voir quels effets ça peut avoir, apparemment ils sont positifs, puisqu'on en vient à autoriser les lieux culturels, ce qui en France manque cruellement. C'est extrêmement intéressant. Donc
bravo à la population israélienne qui a, contrairement à beaucoup de gens en France, et de commentateurs notamment, qui ont été irresponsables à mon avis, et qui, quand on leur a annoncé qu'il y aurait des vaccins, ont commencé à dire oui, mais on ne sait pas très bien, mais ça va être peut-être que c'est dangereux, etc. Alors qu'il y a eu des essais tout à fait qui sont consultables par tout le monde et qui ont bien marché. Donc, et qu'il n'y a pas d'autre solution. Évidemment, les vaccins ne sont pas parfaits. On s'était largement posé la question de savoir s'il fallait ou non ouvrir les librairies. Est-ce que vous comprenez, vous, qu'il ait été décidé de ne pas les ouvrir ? Non, mais ça, c'était un coup de jalousie à la française, hein, les librairies. C'est-à-dire que comme il y avait des librairies ouvertes dans les grandes surfaces, ils ont dit, ouais, mais c'est pas juste. Alors donc, on l'a fermé. Non, c'est pas seulement ça. Est-ce que c'est un bien essentiel ou pas ? C'est ça la question. Beaucoup de gens ont estimé que... Bah oui. Voilà, c'est ça, la maladresse du gouvernement, ça a été de dire, nous laissons ouverts les biens essentiels, donc tous les autres ne sont pas essentiels, donc la culture, c'est pas essentiel. Je suis d'accord avec vous, on ne peut pas laisser ouvrir Nicolas le caviste. Ils ont fini par le fermer aussi. Non, mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que tous les gens qui soutiennent le secteur culturel ont demandé, ont protesté, ont dit mais non, vous pouvez laisser les librairies ouvertes si les précautions sanitaires sont c'est le qualificatif comme elles le sont dans les commerces alimentaires. Depuis qu'elles ont réouvert, on n'a jamais vendu autant essentiel. Oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Laurent Geoffrin, vous soulignez ce qui se passait ici en Israël. Je vais vous quand même rappeler les derniers chiffres du soir. À ce jour, 105 000 personnes de plus ont reçu la deuxième dose, ce qui signifie que 800 000 personnes ce soir ont reçu 2 doses de vaccin. Et nous sommes à 2,5 millions de personnes aujourd'hui qui ont au moins été vaccinées une fois contre le Covid en Israël. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, écoutons ces dernières déclarations d'Olivier Véran. Une belle partie quand même. Pardon, Véronique ? J'ai dit sous 12 millions, ça fait quand même un joli pourcentage. Sur 9 millions, oui, absolument. Sur 9 millions, ça fait un joli pourcentage. Et de votre côté, côté français, on va écouter ensemble la dernière déclaration d'Olivier Véran. Et cette fois-ci, c'est un petit peu l'inverse. C'est pas la sortie du tunnel, c'est peut-être l'entrée dans le tunnel. Tous les laboratoires sont mobilisés pour nous permettre d'avoir des indicateurs de suivi et de croissance du variant, parce que on ne va pas se mentir, le développement et la propagation du variant d'origine anglaise sur le territoire français peut être un élément déterminant dans les stratégies de lutte contre l'épidémie que nous pourrions déployer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et si la part de variants, c'est le VOC 2020, devait augmenter de façon sensible et que nous devions suivre une trajectoire à l'anglaise, le confinement deviendrait probablement une nécessité absolue. Un mot, Laurent Geoffrin, peut-être de réaction à ces déclarations d'Olivier Véran. On sent que la France se dirige de façon inéluctable vers ce 3e confinement. Oui, parce qu'il y a un retard dans la vaccination qui est extrêmement dommageable. Et c'est une erreur tragique que le gouvernement a faite en écoutant les anti-vaccins, en fait. C'est ça qui s'est passé. Les anti-vaccins ont fait reculer le gouvernement qui lui-même a reculé la date à laquelle on allait vacciner la population massivement. Par ailleurs, je ne suis pas assez spécialiste pour dire que les confinements ne servent à rien. Donc, on a l'impression, d'ailleurs en Israël, il y en a eu un aussi, me semble-t-il. Oui. On est en plein dedans. Ça semble être un moyen grossier. Oui, voilà. Et c'est un moyen grossier et presque barbare, mais malheureusement, ça marche. Et ça casse l'envolée de la pandémie. Il y a une autorité. Il y a une autorité. Moi, je fais des allers-retours depuis toute l'année, donc j'ai fait ce qu'on appelle des bidoudes, donc des quarantaines. Et là, il y a une autorité. C'est-à-dire que ce matin, je sors juste pour marcher, je suis arrêté 3 fois en 300 mètres. Donc il y a une sorte de fermeté, d'autorité, qui fait que même quand on est assis sans tenue de sport, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit « Qu'est-ce que tu fais là ? T'habites où ? C'est à combien de temps ?» Et donc, je pense qu'on a besoin de ça. Voilà. Et que, comme vous le disiez très justement, on est souvent, et on sait souvent qu'un projet ou une idée réussit parce qu'on a un temps d'avance, et que là, sur la France, on a pris un temps de retard qu'à mon avis, et malheureusement, on va payer très cher. Alors, ce temps de retard, vous savez quoi ? C'est la transition parfaite pour l'invité qui va nous rejoindre maintenant, celle de notre grand oral du soir. Et c'est la députée européenne Les Républicains qui est en direct avec nous. Bonsoir Nadine Morano.
Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous nous avez entendu depuis le début de l'émission. On a rappelé qu'Israël, dans 15 jours, va voir ses salles rouvrir dans certaines conditions, c'est-à-dire pour des spectateurs qui auront les 2 doses de vaccin et auront leur passeport, ainsi que ceux qui auront un test. Est-ce que la France ne devrait pas un petit peu plus observer ce qui se passe ailleurs, et notamment ce qui se passe ici? Je ne vais pas dire qu'on a un pays modèle, mais en tout cas, ça va un petit peu plus vite aujourd'hui, puisqu'on est en train de sortir petit à petit du Covid. Oui, tant mieux, mais vous savez, cette pandémie, elle est mondiale. On ne peut pas comparer un petit pays, même si, évidemment, je trouve très bien tout ce que vous avez fait, avec un pays comme la France, avec 66 millions d'habitants. C'est plus compliqué, avec des territoires ruraux, avec un territoire extrêmement important à couvrir. Mais Steve Suissa me montrait du doigt il y a quelques instants peut-être un manque de fermeté dans l'application des mesures en France. Non, je ne dirais pas ça. Je pense que j'ai vu Olivier Véran mardi, puisqu'il est venu dans notre région en Lorraine, qui est, comme vous le savez, dans le Grand Est, une région très touchée par le virus. Et on a eu un échange et moi je trouve dommage et dommageable surtout puisque nous sommes dans une course contre la montre, hein, comme vous le savez, c'est que ils ont été en retard sur tout. Ils ont été en retard sur les masques, sur les tests et maintenant ils sont en retard aussi sur les vaccins alors que la Commission européenne avait commandé et précommandé les doses de vaccins, donc ils savaient, la France le savait, que nous allions avoir les vaccins à la fin de l'année 2020. Et je pense que dans ce laps de temps, ils auraient dû mettre en place et préparer la logistique pour pouvoir assurer au plus vite la vaccination. Mais en attendant les vaccins, Nadine Morano, en attendant les vaccins, il fallait peut-être aussi reconfiner en France. Là, pour l'instant, c'est un couvre-feu à partir de 18h. Et on attend, on ne sait pas quand, pour avoir un vrai confinement. Non, mais je suis totalement opposée au confinement, mais totalement. Pourquoi ? Donc, le confinement, c'est du stop and go. C'est-à-dire que ça permet à un instant T d'arrêter la propagation du virus. Donc, ça l'enraye pour une courte durée et ça repart. La réalité, c'est que quel est le problème que nous avons avec ce virus ? C'est que nous avons une saturation de nos hôpitaux par les personnes qui développent une forme grave de la maladie. Et quand on regarde les données statistiques qui ont été données par Santé publique France, on voit bien que l'âge moyen des victimes de la Covid est de 82 ans. Donc, la problématique, elle est de mettre en place des dispositifs de protection à l'endroit de ces personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes vulnérables. Ben ça commence peut-être par le confinement. Non, mais la vaccination sera une partie de la réponse, mais on a aussi une autre partie de la réponse en matière de protection, et là, le gouvernement a eu raison de le faire, mais ne communique pas dessus, c'est que les personnes de plus de 65 ans et les personnes vulnérables ont droit à pouvoir retirer gratuitement en pharmacie des masques sur la base d'une ordonnance médicale. C'est sur servicepublic.fr et c'est important pour ces personnes d'avoir des masques efficaces. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui portent des masques et qui les laissent dans la voiture, qui les laissent dans les sacs. Ce que j'ai appelé, moi, après des masques d'apparence, les médecins nous le disent, vous avez trop de personnes qui portent un masque parce qu'au moins on montre qu'on porte un masque, mais qui n'a plus aucune efficacité. Et il faudrait déjà qu'ils le portent. Pardon, Nadine Morano, il faudrait peut-être déjà qu'ils le portent parce qu'on voit qu'en Israël c'est sanctionné, en France un petit peu moins. J'aimerais avoir les réactions de nos grandes gueules à Paris, puisque certaines sont à Tel Aviv, d'autres à Paris. Laurent Geoffrin ou Véronique Geneste. Le confinement est une nouvelle désastreuse, ça c'est vrai. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas au gouvernement, de dire il faut faire ça et pas autre chose. J'aurais du mal à décider moi-même. Hein. Moi, je déteste ça. Comme il est clair que le confinement arrête, transitoirement, d'accord, mais enfin ça arrête quand même la propagation de l'épidémie. Il y a un moment où les gouvernants se disent, bon, si je ne le fais pas, je vais avoir un engorgement des hôpitaux. Et l'engorgement des hôpitaux, c'est toujours la limite de ce type de raisonnement. Si on considère qu'on doit accepter plus de morts tout de suite, mais il faut le dire à ce moment-là, il faut dire, voilà, moi je suis d'accord pour que les hôpitaux soient engorgés
et qu'il y ait beaucoup de gens qui meurent dans les semaines qui viennent. Les hôpitaux sont pas il faut le engorgés. dire. Non, mais Véronique risque Jeunesse. de l'être. Non, mais si la alors, pandémie- au départ, on Oui, mais nous il confine l'était. parce que les hôpitaux sont engorgés et qu'on a peur. Alors, d'abord, on nous confine parce que les hôpitaux. La deuxième fois, on nous Et c'est la confine parce seule raison. qu'on a peur que les hôpitaux soient engorgés. Et maintenant, on a peur alors qu'ils ne le sont pas. Peut-être avec des modélisations qui sont toujours prouvées qu'elles étaient fausses, avec des prétextes, ça devient aberrant. Je veux dire, Oui, on va mais crever votre d'autres choses. position, On va vraiment crever des suites il va y avoir beaucoup plus de morts des suites du confinement. C'est n'importe quoi. Non, je ne crois pas. Votre Mais si, bien sûr que si. Votre position a été adoptée par un certain nombre de gouvernements. L'expérience a été faite. Le gouvernement suédois. Eh ben, ça a marché. Non, Hein. ça Ils n'a n'ont pas pas plus de marché morts du- que nous. Ils ont même moins de Ça n'a pas marché du Ils ont tout. moins de morts par million Non, d'habitants. Ça a laissez-moi très bien terminer ma marché. phrase, Ça excusez-moi. a très bien marché. Ça a Laurent très mal Geoffrin. Ça a marché. très bien marché. Ça a très mal marché. Ils ont été Très bien obligés- marché. Est-ce que je peux terminer Laurent Geoffrin, Je suis désolée. Le Premier ministre de Suède s'est excusé auprès de la population. Et deuxièmement, ils ont, Oui, mais ça, c'est un truc de politique, ça. ils ont comparé avec les pays voisins. Ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup plus de morts. Mais non, ils ont moins de morts que Si. nous. Mais non, que les Mais ils pays ont moins de morts voisins, que nous. que les pays comparables qui avaient les pris pays les mesures. pourquoi Renseignez-vous. Oui, le Renseignez-vous. Danemark ou des pays comme Voilà, ça exactement. autour. Bah oui, bah c'est qu'on fait une autre c'est le même politique. genre de pays qui ont pris des mesures plus draconiennes et qui ont eu beaucoup moins de morts. Oui, mais non, Et- Il y a et la malgré tout des Grande-Bretagne, effets c'est la même- secondaires. Je vais Madame terminer. Jeunesse. La Grande-Bretagne, c'est la même chose. Au début, ils ont dit on ne fait pas, on Oui, prend non, pas mais ce type dans de les effets mesures. secondaires, Et ils sont disent revenus rien. en arrière. Il y en a J'aimerais pas. redonner la parole à Nadine Morano, qui est quand même notre invitée de Grand Oral. Qui se pense à se suicider. J'aimerais redonner la Il y a parole à pas, Nadine Morano. voilà. Nadine Donc, Morano, c'est même écoutons pas la peine d'y ensemble. penser, c'est pas Pardon, très grave. Véronique, On peut Véronique, crever, pardon, c'est je vous pas donne la grave. parole après. J'aimerais qu'on Vraiment écoute que les ensemble, gens Nadine Morano, crevent. la déclaration d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si ça vous visait vous ou nous en particulier, en tout cas, ça a visé beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis, cette stratégie, elle assume aussi la part de risque et d'erreur. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nadine Morano, est-ce que vous avez l'impression de faire partie de ces 66 millions de procureurs aujourd'hui ? Écoutez, le sujet, c'est que le président de la République, là, fait une grave erreur de s'en prendre à l'ensemble du peuple de France. Il est le chef de l'État, c'est à lui à prendre des décisions. Je sais que c'est lourd, de gravité. On ne lui reprochera pas de faire des erreurs, mais de recommencer les mêmes, c'est souvent insupportable. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux Gaulois réfractaires, à sa population. Je trouve qu'il a tort, en fait. Je ne veux vous pas me savez, faire quand je l'avocat vous du parlais- diable, mais au fond, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se considère comme étant un grand scientifique et donne un avis sur des décisions qui peut-être ne devraient pas être prises en consultant toute la population. Oui, mais vous savez, c'est lui qui préside le Conseil de défense scientifique, c'est lui qui préside le Conseil de défense. Bon, on voit sur les plateaux beaucoup de médecins, mais ceux qui doivent prendre les responsabilités, ce sont les élus. C'est leur mission, c'est leur fonction, c'est pour ça qu'ils ont été désignés par le peuple, ils ont été choisis, ils doivent assumer. Encore une fois, quand j'ai parlé de cette protection, parce que je pense qu'on peut être tous d'accord sur ce constat, c'est que la Covid frappe durement et tue les personnes les plus fragiles. C'est statistique, c'est les chiffres. C'est Santé publique France qui nous donne ces chiffres. C'est pas On les le sait chiffres depuis le mois de mars. Morano. Donc, en fait, on a une mission qui est de vraiment protéger ces gens qui vont, eux, se retrouver dans les hôpitaux. Denis Moi, Charbit. j'ai eu la Denis Covid. Charbit. J'ai eu... Non, pardon, laissez-moi terminer la phrase. Je vous en prie. J'ai eu aussi la Covid-19. Le président de la République l'a eu. Beaucoup de ministres l'ont eu. Dans la salle où est venu M. Véran, il y a beaucoup de personnes qui l'avaient eu. On a traversé cette maladie sans avoir les conséquences qu'ont les personnes qui sont plus âgées et les personnes à risque. Moralité, il faut vraiment protéger ces gens-là. Et quand je dis à M. Véran, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas de la communication sur justement la protection de ces personnes, à destination de ces personnes, et que vous ne leur avez même pas écrit alors qu'ils reçoivent des lettres pour se faire vacciner contre la grippe,
ils font là aussi une erreur. Et le Premier ministre m'a dit, c'est une excellente suggestion, cher Nadine. Faites-le. Écoutez, voilà, comme ça on vous écoute. Merci beaucoup. Merci Nadine Morano d'avoir été avec nous. Denis Charbit, je vous donne la parole juste après la pause. Juste pour vous rappeler cette dernière phrase signée Olivier Véran, nous pourrions être ramenés à reconfiner si la situation sanitaire continue à se dégrader. Ça va se passer en France. Nous, on va parler dans un instant de ces plateformes comme Disney qui retirent des plateformes certains dessins animés mythiques pour les enfants, La Belle et le Clochard ou encore, et oui, Peter Pan. À tout de suite. Nos grandes gueules du jeudi soir, seconde partie. Noémie Ali est toujours à mes côtés. Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Steve Suissa, producteur, réalisateur et metteur en scène. À Paris, Véronique Jeunesse, comédienne, ainsi que Laurent Geoffrin, président du mouvement Les Engagés. Coucou Véronique. Juste avant la pause, nous étions avec Nadine Morano. On parlait ensemble de cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Denis Charbit, vous vouliez réagir? J'ai découvert ce moment avec vous et je dirais que c'est jamais autant j'ai compris à quel point l'exercice du pouvoir est difficile. Pourquoi? Parce que il a été sincère. Il montre sa détresse, il montre sa fragilité, mais il est sanctionné. Netanyahou ne se serait jamais permis un moment de sincérité pareil. Dire, voilà, vous avez 66 millions de procureurs, c'est trop, je ne peux pas exercer comme ça le pouvoir. C'est presque un appel au secours. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on sanctionne la sincérité et qu'on admire l'hypocrisie, la capacité de cacher son jeu, de dire, je ne sais pas trop ce que je fais, mais je le fais quand même avec une certaine autorité. L'hypocrisie, pour le coup, c'est plutôt réussi, pardon. Mais oui, la campagne de vaccination ici, elle a réussi. Non, la campagne, oui, mais Netanyahou apparaît celui qui sait toujours tout, alors qu'il n'en sait pas plus qu'Emmanuel Macron. Un aveu de faiblesse. Tout à fait, mais c'est pour ça que je dis, c'est l'exercice difficile du pouvoir dans une situation aussi inattendue. Personne n'a été formé, ni Netanyahou ni Macron, à gérer une telle crise. Et quand l'un se permet d'être un peu sincère en lançant une phrase effectivement un petit peu difficile, ça lui retombe dessus. L'autre est un vrai acteur, il va jusqu'au bout, au bout de son rôle, et donc il s'interdit de trahir quelque faiblesse que ce soit, et ça lui réussit. Bien sûr que les vaccins permettent de confirmer cette... Qui veut réagir à Paris? Oui, mais on n'est pas du tout dans le même critère. C'est-à-dire que en France, on acte. Donc là, on a la sincérité d'un président qui tout d'un coup nous montre qu'il prend des coups comme jamais un président n'a pris, presque. Et de l'autre côté, nous, quand on vit ici, en tous les cas, on est palpé carrément sur l'Amérique. On regarde jamais l'Europe quand on est israélien. Donc, en gros, on est là sur un président qui aujourd'hui acte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je suis pas en train de défendre le Premier ministre israélien. Je suis en train de dire qu'on est dans les actes. Et donc, on est devenu, comme le disait M. Geoffrin au départ, une sorte de laboratoire du monde. C'est-à-dire qu'on attend de savoir si on va se planter, si on va pas se planter, et on y va à 2000 à l'heure. Véronique Jeunesse, pardonnez-moi, Véronique Jeunesse veut réagir aussi à Paris. Mais pour moi... Oui, pour moi, la différence majeure, je dirais, entre Israël par rapport à Netanyahou, et effectivement, moi, Macron, il m'a un peu touché, moi, par cet excès de sincérité, effectivement, et il a quelque part pas tort. Mais c'est notre droit d'être des procureurs, parce que notre droit, c'est de contester ce qu'on pense contestable. Voilà, donc on a le droit. Après tout, c'est pas forcément facile de diriger, mais personne ne lui a supplié de le faire. Donc, oui, dit comme ça, sa part de responsabilité. Moi, je dirais que la différence, elle réside surtout dans le fait que, en France, moi, ce qui me manque, c'est bien ce petit accès de sincérité. Mais moi, j'aimerais aussi qu'ils sachent reconnaître leurs erreurs. Or, ils ne les reconnaissent jamais. Ils n'ont jamais fait de faute dans la gestion de la crise. Ils ne font pas de faute dans les vaccins. Ils font des fautes nulle part. Or, les Français ont totalement perdu confiance dans ce gouvernement et dans ce qu'il dit. Denis Charbit, un mot et on change de débat. Il aurait fallu qu'il fasse un petit acte de contrition par moment. Je vous rassure, Netanyahou non plus ne reconnaîtra jamais d'erreur. Il est en train de mener à 4 tours d'élection en moins de 2 ans. Il ne vote pas de budget, mais ça passe derrière parce qu'il a compris qu'il peut tout faire, précisément parce qu'il gère la crise. Et parce qu'on vote pour lui, en tout cas pour son parti. Tant qu'on votera pour son parti, mais la différence réside surtout...
Oh, putain. Allez-y, Non, Véronique. pour finir, juste, je voulais dire que la différence réside dans le fait que Netanyahou dit simplement à un moment, et c'est ce qui nous manque en France, cette confiance vient aussi du manque de perspective. C'est-à-dire que Netanyahou a dit, on se vaccine et en mars, on en est tous sortis. Après, il dit, dans 15 jours, je vous promets, je rouvre les lieux et que chez nous, tout le monde est dans l'expectative. On nous dit avant les trucs que peut-être un jour, on va en discuter, que peut-être, et que personne n'a de perspective. J'aurais Bien, précisé on va avancer si vous voulez bien. Je vous rappelle l'info du soir, les lieux culturels en Israël qui devraient rouvrir dans 2 semaines, et peut-être au même moment en France, un 3e confinement. Mais voici maintenant un autre débat que nous allons ouvrir, et je suis sûr qu'il va vous passionner. Et oui, ce sont des signes qui ne trompent pas. Dans le monde de la caricature, comme dans celui du cinéma, des œuvres sont retirées ou précédées d'excuses pour éviter de choquer des minorités. Alors la censure va-t-elle tuer la culture? Je vous poserai les uns et les autres la question dans un instant, mais d'abord, Noémie Eliwa, on va faire la liste avec vous de tout ce que l'on ne peut plus ou montrer ou dire. Déjà, on va citer 2 événements survenus ces derniers jours qui illustrent très bien ce nouveau McCarthy qui progresse dans le monde de la presse et des arts. Tout d'abord, ce dessin signé Xavier Gors est publié dans Le Monde. On y voit des pingouins et cette boutade. Si j'ai été abusée par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre, devenu ma mère, est-ce un inceste? Figurez-vous que ce dessin a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Certains y voient une relativisation de l'inceste et un trait d'humour déplacé vis-à-vis des personnes transgenres. Quelques heures après cette publication, eh bien, la directrice de la rédaction du Monde a présenté platement ses excuses aux lecteurs qui auraient pu être choqués. Autre événement qui touche cette fois au monde du cinéma, la plateforme de vidéo à la demande Disney+ a bloqué les dessins animés, certains dessins animés, surtout pour les contes pour enfants en raison des clichés jugés racistes présents dans certaines scènes. Par exemple, les Aristochats, où le chat siamois aux yeux bridés encouragerait au racisme anti-asiatique, et Peter Pan, qui ferait de même avec les natifs d'Amérique, appelés les peaux rouges, qui diffuseraient donc du racisme amérindien. Voilà, donc on rappelle, désormais sur la plateforme Disney+, eh bien dans les comptes enfants, on n'a plus accès à ces longs métrages-là. Laurent Geoffrin, je vais commencer avec vous, parce que vous étiez pendant très longtemps un patron de presse. Vous auriez présenté comme Le Monde vos excuses pour une telle caricature? Je ne crois pas, je ne pense pas, parce que j'ai regardé le texte. Il est de mauvais goût, et il est plutôt déplacé, mais après tout... le problème du Monde, c'est qu'ils l'ont publié. Parce que quand on est directeur de la rédaction, il n'aurait pas dû le publier. Les dessins sont aussi importants. S'ils considéraient qu'ils ne correspondaient pas à leur ligne culturelle et politique, ils n'auraient pas dû le publier, bien sûr. Oui. Un journal, c'est pas un service public, c'est pas la Poste, on n'est pas obligé d'acheminer toutes les lettres. On fait des choix. Moi, il m'est arrivé d'enlever des dessins qu'on me proposait parce que je les trouvais pas drôles, ou parce que je trouvais que c'était de mauvais goût, ou que ça allait pas du tout dans le sens de ce que le journal voulait dire en général. Est-ce que c'est le signe et tous les journaux font ça, c'est normal. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une réduction de la liberté d'expression dans la presse? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Non, ce qui est grave dans l'affaire du Monde, c'est que... Oui, je le crains. Ça, je le crains, parce que ce qui est grave dans l'affaire du Monde, c'est pas tellement qu'ils aient dit que le dessin est bien ou pas bien, c'est que ils se sont excusés à la suite d'une pression exercée par les réseaux sociaux. Donc c'est les réseaux sociaux qui décident dans ce cas-là. Ça c'est intéressant, les réseaux sociaux font la loi. C'est le pilori, c'est le... Tout à fait d'accord. C'est pas possible, ça. Ça veut pas dire que les protestations sont incompréhensible. Alors, il ne faut pas du tout que ça prenne le dessus. C'est exactement comme la première question du débat de ce soir, c'est-à-dire est-ce que c'est par rapport aux élections qu'on ouvre dans 2 semaines les lieux de culture? C'est-à-dire qu'il faut que l'humain reste au-dessus de tout ça et la liberté d'expression aussi. Alors j'ai une position un peu différente là-dessus. J'ai une position un peu différente, c'est-à-dire que un rédacteur en chef peut laisser passer un dessin ou un article et effectivement juger qu'il vaut mieux s'excuser. S'excuser, c'est pas grave, c'est pas une faute grave, c'est pas un péché devant l'Éternel, c'est pas un péché devant la société. Ce qui est plus grave, c'est quand on va licencier. Moi, je voudrais vous rappeler. Non, mais ce que dit Laurent Geoffrin, c'est qu'en fait, il n'aurait pas fallu pas. D'accord. Soit il le publie pas, soit il le publie. Non, mais sans il a démissionné. C'est lui qui est parti. Il a démissionné. Alors voilà, ça devient grave. Il a démissionné, on l'a il a pas bien licencié, fait, le monsieur.
Là, je pense qu'à partir du moment où, encore une fois, s'excuser, on a le droit de ne pas avoir pressenti que le dessin allait susciter ce tollé-là. Et donc, s'excuser ne me paraît pas quelque chose de très grave. En revanche, il y a des cas. Dans le New York Times, on a mis fin aux caricatures. En Israël, dans le Jerusalem Report, parce qu'on avait montré Netanyahou avec des députés du Likoud en cochon, mais c'était pour paraphraser le George Orwell, La ferme des animaux. Le caricaturiste a été licencié. C'est là où c'est grave. Quand on érige une faute professionnelle pour prendre une sanction de cet ordre-là. S'excuser, moi je vois pas pourquoi, au contraire. Il a abandonné son dessinateur en race campagne, c'est le délégitimer. Non, puisque. Non, mais s'excuser avec la pression des autres, c'est grave. Nous avons commis une faute. Mais c'est pas excusé parce qu'il pensait qu'il a fait une erreur ou il s'est excusé parce qu'il a eu la pression. S'excuser à cause de la pression qu'on met sur... C'est très grave. C'est ça qui est grave. C'est grave, c'est la place maintenant des réseaux sociaux dans la condamnation et dans le lynchage, que ça soit à tous les niveaux. Je trouve ça extrêmement grave. Maintenant que Disney décide de lui-même, puisqu'il ne s'agit même pas de Netflix, il s'agit de Disney, qui a décidé de censurer lui-même ses propres dessins animés sur la plateforme Disney+. C'est encore autre chose. Ça, c'est son choix, il a le droit. Ça, c'est politique. Il a le droit d'édulcorer. Alors si c'est parce que la plateforme, c'est autre chose, c'est privé. Je suis pas du tout d'accord avec ma collègue. Il n'est pas d'accord avec moi. Parce que ce qui se passe, les dessins animés de Disney font partie. Les dessins animés de Disney que tout le monde a vus, ils font partie du patrimoine culturel de l'humanité maintenant. Alors on va les revoir à l'aune des critères d'aujourd'hui. Mais alors, si ça s'applique, mais il faut revoir Balzac. Dans Balzac, il y a des passages antisémites. Ça, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. C'est-à-dire, si à chaque fois on s'adapte, il y a plus ce qu'on appelle de pellicule. Les femmes sont pas très bien vues. Est-ce que je peux apporter un témoignage? Je peux continuer. Denis Charbit est journal à parole. Il veut continuer. J'ai pas terminé ma phrase. Il veut terminer. Dans Shakespeare, par exemple, dans la pièce qui s'appelle Macbeth, les femmes ne sont pas présentées sous leur meilleur jour. Donc on va réécrire la pièce, etc. Ça devient ridicule. Je suis d'accord, c'est ridicule. Ça devient absolument ridicule. Voilà. D'adapter la modernité par rapport aux... Attendez, j'ai pas fini là. Allez-y. Laurent, on vous écoute. J'ai pas tout à fait fini. Voilà. Dans les œuvres qu'on produit aujourd'hui, elles sont influencées par l'atmosphère contemporaine, c'est normal, comme toutes les œuvres. Mais alors, revoir le passé et réécrire ce qui a été fait à l'époque dans un contexte particulier à l'aune des critères d'aujourd'hui, on entre dans une zone extrêmement dangereuse. Ouais. Qui consiste à mais il faut bien sûr que oui, qui enlever des photos les gens qui ne leur plaisaient pas. Mais Denis Charbit. Je voudrais dire deux choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a un professeur de littérature comparée bien connu qui s'appelle Edward Said, qui a écrit un livre qui s'appelle Culture et impérialisme, dans lequel il essayait de démontrer que l'étranger reflétait l'arrière-pensée colonialiste d'Albert Camus. J'ai contesté cet article-là. Néanmoins, on n'a jamais vu Edward Said dire il faut le supprimer, il ne faut plus l'éditer, il ne faut plus le publier, il ne faut plus le lire. Je vais vous donner un deuxième exemple. Il se trouve qu'en ce moment même, je suis en train de lire avec mon fils Le Lion de Joseph Kessel, ok ? Et mon fils, qui a 15 ans, me dit, en le lisant, mais oulala, mais ici c'est raciste à ce propos, etc. Mais pourquoi cette volonté de censurer montre une chose, qu'on veut infantiliser le spectateur ou le lecteur. Comme si, mon fils qui a 15 ans n'était pas capable tout seul, dans le contexte général, ambiant dans lequel il grandit, d'être sensible à cela. Mais pourquoi on ne fait pas confiance à ça? Et j'ajouterais une petite touche juive quand même. Je veux dire, s'il fallait, au nom de l'antisémitisme, se priver de Balzac, de quel juif, quel arabe dans l'Avare de Molière, mais je veux dire, je ne lirai plus de littérature, enfin une grande partie de la littérature française m'échapperait. Le Dickens, Oliver Twist. On est d'accord, mais c'est pour ça qu'en plus... C'est pour ça que cette demande de censure convienne, et la critique, ça sert à ça, de dire, vous savez, regardez les préjugés raciaux, misogynes, etc. Très bien, on est informé. La psychanalyse des contes de fées, puisqu'on parlait des contes de fées. Bruno Bettelheim, jamais Bettelheim n'a dit qu'il faut censurer. Est-ce que ces préambules, c'est pas pire que tout? Mais c'est pire que tout, parce qu'en plus, c'est le respect d'un travail d'artiste. C'est-à-dire qu'un artiste qui a écrit les films dont on parle, il a mis 2 ans, il a mis 3 ans à écrire le scénario.
vidéo. Comment on peut lui couper une scène alors que c'est son point de vue? Qu'on adapte, comme disait Monsieur Geoffrin, aujourd'hui, et que par exemple dans le film de Baz Luhrmann, Roméo et Juliette, Mercutio soit noir. Parce que tout d'un coup, c'est en pleine Amérique, c'est en pleine modernité, et ça se passe dans une pompe à essence. Formidable, il n'y a aucun problème. L'idée d'Arsène Lupin de mettre un mec populaire, sympathique, humain comme Omar Sy, c'est génial. Mais de là à censurer, et tout d'un coup à prendre les gens pour des idiots, et dire aux enfants qui vont regarder ça, vous n'avez pas d'avis, donc je vais vous guider complètement sur un truc politique et formatisé, mais c'est du n'importe quoi. Dans ces cas-là, ça veut rien dire. Ça veut dire que la politique et l'argent comptent, et l'être humain, la sensibilité et l'artistique, ça vaut plus rien. Véronique Jeunesse, pardon, il y a Véronique qui voulait parler depuis tout à l'heure. Véronique Jeunesse, est-ce que c'est politique tout ça, puisque le mot est lâché? Non, mais je disais au même titre qu'il y a des... Non, moi, je ne sais pas si c'est politique ou pas. Moi, je sais que, par exemple, dernièrement, il y a des artistes qui ont été censurés parce qu'à coup, ils faisaient des blagues. Je ne sais plus lequel, d'ailleurs, si c'est Elie Semoun. Je ne sais plus qui, dernièrement, a fait une blague en disant « Bon, je m'excuse avant parce qu'il prenait quelqu'un avec qui qu'on avait fustigé. » C'est Elie. Voilà, qui s'est excusé et qui, en rigolant à la fin du truc, fait voilà, et il commence et dit salut les PD. Voilà. Bon, c'est ce qu'il fait sur Instagram. Il est censuré. Alors qu'en fait, ce sont des traits d'humour. Et que l'humour, par exemple, que ça il y a des sketchs, en les faisant, ils montrent aux gens les travers du racisme, en prenant des personnages qui le sont. Mais je veux dire, pourquoi tout à coup, on ne peut plus rire de rien, rien n'est permis Gorse? Pour moi, ils montrent, même si ça ne fait pas rire, certains ne savent pas rire, mais c'est comme Charlie, il y a aussi des trucs qui ne font pas rire. Mais tout à coup, il y a d'un côté, on crie à la liberté d'expression, et de l'autre, on censure la liberté d'expression et s'excuse pour avoir choqué, bidule. Mais à ce moment-là, taisons-nous tous, parce qu'on ne pourra plus jamais rien dire, et on ne pourra plus jamais rire de rien. Alors dans ce cas-là, rire, plus loin. souvent, on fait passer des choses très graves par le rire. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Monsieur Charbit, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la réédition de Mein Kampf? Bah d'abord, Mein Kampf a été réédité. Oui. En l'occurrence, d'abord, là, c'est pas un texte littéraire. C'est pas un texte artistique. Quand il y a un personnage qui est raciste, ça veut pas dire que l'auteur qui l'a écrit l'est nécessairement. Non. Bon, et puis il reflète. C'est un texte de propagande. Voilà, là, c'est un texte politique, idéologique, et encore une fois, on ne peut pas tout réduire à Hitler. Je veux dire, aujourd'hui, dans le débat public, politique, quand on n'a plus d'arguments, on dit « Ah, mais alors, et Mein Kampf ? Et alors, et les nazis ?» Je vais vous en donner un autre. Je vais vous en donner un autre. Il y a bon Banania. Qui pose problème dans sa réédition aujourd'hui. Mais on n'en fait plus de publicité aujourd'hui. Oui, donc ça a été retiré. Mais c'est pas ça veut dire que... Mais parce qu'à un moment, il y a une évolution. Parce que personne n'achèterait du Banania si on faisait ça. Il y a bon Banania, c'est pour faire vendre un produit. Aujourd'hui, on comprend bien qu'on ne ferait pas vendre, mais qu'au contraire, il y aurait une sorte de boycott général. Donc la publicité, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que redonnons... D'abord, faisons confiance au lecteur, au spectateur, qui sait très bien voir quelque chose... La culture et la propagande est très ténue. On a eu l'exemple de Dieudonné. Beaucoup disaient, c'est simplement un humoriste qui veut faire rire, et il s'appuyait là-dessus pour pouvoir faire passer sa propagande. Oui, mais attendez, il n'y a pas... Ça, il faut sortir de ce paradoxe-là. Il n'y a pas de tolérance si vous ne fixez pas à un moment de l'intolérance. Un tolérant qui serait complètement tolérant, bah, il fera place à ce moment-là la tolérance. Et ça, donc c'est le curseur qui est compliqué à trouver. Voilà. Laurent Geoffrin, ce sera le mot de conclusion pour ce débat-là. Il y a des lois, je vais répondre à l'argument Dieudonné. Il y a des lois contre l'antisémitisme, et comme on a bien compris que Dieudonné était antisémite, ben on s'est débrouillé pour l'interdire, ce qui me paraît logique. Je suis d'accord, il y a un principe général, l'expression est libre, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. Absolument. L'antisémitisme, c'est un abus de cette liberté, donc on l'interdit. Et on interdit peu de choses. Hein. C'est la loi qui décide. On interdit la diffamation, l'appel à la haine, au meurtre et au racisme. Bon, tout le reste est libre. Donc qu'on ne dise pas que ce genre de choses, c'est de la censure. C'est simplement, il y a un moment où, on l'a bien vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Au début des réseaux sociaux, on a dit mais c'est la liberté, ça va se réguler tout seul. C'est devenu l'égout de la planète, ce truc-là. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune régulation. Parce qu'on a laissé se déverser la haine, l'appel au meurtre, le djihadisme, l'antisémitisme, enfin tout ce qu'on veut. C'est la porte ouverte à nazis et tout ça. On voit bien que ça n'est pas gérable. Donc il y a des lois qui existent, il faut les appliquer. Ces lois sont des lois de liberté. Bon, et puis ce sont les choix. Elles prévoient des exceptions et désormais, à la liberté en cas d'excès. C'est assez simple à comprendre. Et désormais, si vous allez sur Disney+, c'est bien sur les profils enfants. Vous ne verrez plus certains dessins animés, je précise quand même, qui sont présents sur les profils adultes. Sous-entendu, parents, regardez avec vos enfants à Disney,
parce qu'il va falloir faire désormais une explication de texte. Il me reste moins de 10 minutes, mais je voulais quand même vous faire réagir sur le dernier sujet du jour. Et c'était notre question Twitter du jour. La France doit-elle présenter ses excuses à l'Algérie ? La question est posée aujourd'hui parce que Benjamin Stora a déposé hier son rapport à Emmanuel Macron et son objectif, réconcilier les mémoires autour de la colonisation et de la guerre en Algérie. Regardez vos réponses sur Twitter aujourd'hui. Je vous rappelle que les préconisations sont au nombre de 5. Commémorer davantage, honorer la mémoire des morts, renforcer la coopération France-Algérie, faciliter le travail d'archives ou encore mieux enseigner la période aux jeunes. Et vous êtes une grande majorité ce soir, 82%, à nous dire non, la France ne doit pas présenter ses excuses à l'Algérie. Denis Charbit, je me tourne vers vous pour des raisons familiales. Avant tout, comment vous vivez ça ? Familial et professionnel. Je suis né en Algérie. À la veille de la guerre d'indépendance, donc je n'ai pas connu, physiquement, en tout cas, je n'en ai pas gardé, bien entendu, la mémoire. Je travaille sur la guerre d'Algérie. J'ai publié en hébreu les chroniques algériennes d'Albert Camus. Donc c'est un sujet qui m'est très proche. J'ajouterai également que je connais très bien Benjamin Stora, avec qui j'ai eu le bonheur et l'honneur de travailler. Mais je voudrais quand même Là, vous dites quoi? Alors, voilà, mais je voudrais quand même faire une toute petite digression. Je voudrais quand même vous traduire le premier sentiment que j'ai eu lorsque j'ai lu les grandes lignes du rapport Stora. Et c'était de me dire, quand en Israël, un président de l'État d'Israël se verra remettre un rapport pour favoriser la réconciliation entre nos deux peuples, palestiniens et israéliens. Moi, le premier sentiment que j'ai eu, c'est d'abord, j'étais bêtement envieux et jaloux. Mais le rapport, il fera 10 ans, là. Quelle chance vous avez d'en être là, d'être en train de penser à la réconciliation de ces mémoires meurtries. Maintenant, sur le sujet lui-même, le sujet, c'est pas les excuses. Non. Mais voilà, le sujet n'est pas... C'est la réconciliation, c'est la réconciliation, et c'est faire le travail. Il y a une communauté d'Algériens, aujourd'hui français, en France, et ça implique de faire ce travail-là, et je trouve qu'il est parfaitement fait. Après, il faut qu'il s'applique, mais je crois que c'est très important. Il est une éducation. Il est de mieux enseigner aux jeunes ce qui s'est passé. Et ça, c'est une nécessité absolue, tout comme la Shoah. C'est des nécessités absolues. L'éducation sert aussi à ça. Et quand tout d'un coup, on connaît cette histoire et qu'on peut avoir son propre avis, on peut évoluer, surtout on peut se parler, on peut débattre. Et les excuses, encore une fois, elles sont dans les actes, dans ce qu'on va faire pour réparer. Donc ce qui compte, c'est pas le mot excuse, c'est ce qu'on va faire pour réparer cette vision, Véronique Jeunesse. C'est comme l'amour, c'est des preuves de réconciliation. Bien sûr, c'est comme l'amour, c'est des actes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Steve. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que les excuses ça sert à rien, c'est dans les actes parce que les excuses c'est des mots et les mots c'est pas important. Mais moi je pense quand même que c'est un truc beaucoup plus mutuel parce que on est sans arrêt en train de parler de colonisation. Or la colonisation, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, qui a colonisé qui, c'est un peu si on se mettait à débattre sur est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule. Chacun a toujours été le colonisant d'autre, etc. Donc on ne doit pas débattre là-dessus, je pense. Et pour moi, l'ONU, moi je suis vraiment une néophyte, hein, pour moi l'ONU c'était quelque chose qui devait nous tous nous réconcilier pour qu'on arrive à parler ensemble. Et moi je pense qu'il serait bon aujourd'hui que tous les peuples fassent une grande croix sur le passé, tout ce passé, et reprennent tout à zéro et voient comment mutuellement ils pourraient construire des choses ensemble, mais pour le bien mutuel et pas dans la... Et parce que dans mon souvenir... mais pour avancer, visiblement, on a besoin de nettoyer aussi le passé. Ce que m'a donné l'histoire, c'est que... Et ses traces. Oui, mais ça y est, le passé, on l'a déjà pas mal nettoyé quand même, faut pas exagérer. Il y a eu déjà des actes de contrition, il y a eu déjà beaucoup d'échanges et beaucoup de choses. Donc pourquoi encore se meurtrir une fois de plus ? Et je pense que l'humiliation des excuses, je vais juste finir ma phrase, l'humiliation des excuses pour moi, elle a toujours amené des envies de vengeance et de guerre, pensons au Sud-Est, pensons à plein d'autres choses comme ça. Et donc je pense qu'il est temps d'aplanir les choses, de faire une croix sur tous les passés comme ça, de s'excuser mutuellement, parce que chacun a des choses certainement à se reprocher. Comme je vous dis, les colonisateurs ont toujours été les colonisés et lycée de Versailles. Et je pense réellement, enfin vice-versa bien sûr, et je pense réellement qu'il faudrait arrêter tout ça et puis aller ensemble, en avant et construire un beau passé commun et pour le bien de chacun, pas seulement d'un côté, c'est-à-dire pas dans le genre on va compenser, voilà. Chacun construit ensemble. Chacun construit ensemble. Laurent Geoffrin, dans la minute qui nous reste, le mot de conclusion, est-ce que tout de même on peut pas dire que ça répond peut-être à une attente ? Il faut dire, c'est bien beau de dire pas d'excuses, mais peut-être que ça répond à une attente.
Non. Le mot excuse est maladroit, Oui. mais le principe ne me choque pas. C'est vrai que je ne suis pas d'accord, parce qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos les Français qui ont colonisé l'Algérie et les Algériens qui ont été colonisés. Et qu'on colonisait autre chose, et tout le monde, a colonisé tout le monde dans la vie. Les Algériens n'ont pas colonisé non, la mais France. pas la France, mais la France s'excuse, oui, et on parle de ça. chacun s'excuse pour autre Laurent chose. Geoffrin, laissez Laurent Geoffrin finir, on a 30 secondes. Donc, oui. En l'occurrence, c'est bien les Français qui ont colonisé les Algériens, non pas le contraire. Donc il est un peu logique que les Français disent, écoutez, effectivement, cette colonisation n'avait aucune légitimité, c'était un acte de violence et de conquête brutale et extrêmement meurtrière. Mais ils l'ont déjà dit, non ? Se souvenir de ça, quand même. Et ça a été, et cet ordre colonial a perduré jusqu'en 1962. Donc c'est normal qu'on le dise. Et qu'on en fasse un récit exact et qu'on porte dessus un jugement, pas forcément d'excuse, mais de reconnaissance d'un crime initial. Merci. Ça, c'est logique. Merci à tous. Personne ne pourrait comprendre le contraire. Merci à tous. Ça, c'est capital. Merci à tous d'avoir participé à notre débat des grandes gueules de ce jeudi soir. Vous aussi, en nous regardant et en participant sur Twitter et Instagram, vous y avez participé. Votre réponse ce soir a une très large majorité. Non, la France n'a pas présenté ses excuses à l'Algérie. 18% nous ont répondu oui. Merci à nos grandes gueules de Tel Aviv. Merci à nos grandes gueules de Paris. Noémie, on se retrouve lundi soir. Exactement. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et rendez-vous lundi soir à partir de 20h pour les grandes gueules. Bonne soirée à tous.